Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 20 au 28 novembre 2025, la première phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. Moi, c'est Claire Henrion, montreuse d'étoiles et chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine et plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Voilà, donc nous allons commencer. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, lentement, mais sûrement on progresse. J'espère vous transmettre cet amour du ciel, cet ancrage terre-ciel qui est la clé de bon discernement en ces temps troublés. Et il faut revenir vraiment à ce qui est notre plus petit objet irréductiblement commun, notre planète, la Terre, et son étoile, le Soleil, qui, eux, ne mentent pas. Les lois de l'astronomie sont des lois sur lesquelles on peut être tous d'accord, donc on peut qualifier d'objectives, et elles concernent notre planète et notre étoile et tout l'environnement, bien entendu, qui va avec. C'est ce qu'on détaille ensuite dans les commentaires astrologiques dans la deuxième vidéo, si ça vous intéresse. Mais pour l'heure, nous sommes là pour l'astronomie, et donc nous allons nous préparer à voir ce que nous allons voir cette semaine. Tout d'abord, un petit tour des événements. Je vais partager l'écran et nous allons sur la fiche que vous trouvez dans l'article dont le lien est en bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien de l'article ou vous le copiez-collez et puis dans votre navigateur et puis vous allez donc arriver sur cet article et dans l'article vous avez la fiche à télécharger. Donc la voilà, nous avons un résumé ici de tous les événements astronomiques de la semaine, du moins les plus importants bien sûr. Donc, c'est la première phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. Nous attaquons donc la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. De la nouvelle lune le 20 novembre à 7h48, au premier quartier le vendredi 28 novembre à 7h58. Le jeudi 20 novembre, du jeudi 20 novembre donc au vendredi 28 novembre. Car la lune est à l'apogée le 20, donc ça rallonge la semaine. Donc, je vous donne tout de suite rendez-vous pour la semaine prochaine, pour la deuxième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. On l'enregistrera le mercredi 26 novembre, pour aller de la période du 28 novembre au 5 décembre. Ce sera la pleine lune le 5 décembre. Donc voilà, revenons au 20 novembre, jeudi 20 novembre, donc la nouvelle lune qui a lieu à 7h48 dans le 29e degré du signe du Scorpion, devant la constellation de la Balance. Alors si pour vous, signes et constellations, c'est un peu confus, vous avez aussi dans la description de la vidéo le lien vers un petit e-book gratuit à télécharger qui s'appelle Signes et constellations du zodiaque, la différence, et là vous commencerez à mieux comprendre. Je rappelle que les signes, c'est l'horloge Terre-Soleil. Voilà, on peut le voir comme ça, en 12, qui se compte en degrés de longitude sur le plan de l'écliptique, qui est le plan Terre-Soleil, notre plan de référence, bien entendu, et en 360 degrés ou 12 fois 30 degrés, qui sont comme les tranches de 2 heures de nos horloges. Et on comprend mieux après les signes aussi comme ça. Alors, donc, de cette nouvelle lune qui se trouve à l'apogée, car elle est à l'apogée le jeudi 20 à 4h05, donc au plus loin de la Terre. Donc, à partir de toute la semaine, elle va se rapprocher. Et elle est hors limite zodiacale sud, car à 0h24 le jeudi 20, elle descend déclinaison et elle sort des limites zodiacales. Donc, elle va descendre, descendre, descendre jusqu'au 22, 19h. Ceci dit, elle est croissante, donc nous allons voir le premier croissant le 22 au soir seulement, il faudra attendre le 22. Et donc après, de soir en soir, on va avoir un croissant de lune, donc du côté ouest, sud-ouest, nord-ouest plutôt, hein. Hmm. Enfin, de plus en plus vers le nord, puisque elle va, elle va aller
Elle va passer donc des signes du Scorpion au Poisson, donc voilà, du côté sud-ouest, puis de plus en plus vers l'ouest. Chaque soir, vous avez la Lune, mais de plus en plus haute et qui dure de plus en plus longtemps dans le ciel du soir, et donc en croissant de plus en plus gros. Alors, je reviens à la nouvelle Lune. Elle est donc conjointe à Mercure également, cette nouvelle Lune, car c'est le moment de la conjonction inférieure de Mercure, c'est-à-dire la conjonction Terre, Mercure, Soleil, ou vu de l'héliocentrique, c'est Soleil, Mercure, Terre. Donc en fait, ça nous fait un alignement Lune, Mercure, Soleil, du point de vue géocentrique. Donc du coup, Mercure est conjoint à la Terre en héliocentrique, Mercure est conjoint au Soleil en géocentrique, tout ça, on en a déjà parlé la semaine dernière. Et donc c'est dans le 29e degré du Scorpion en géocentrique et donc à l'opposé du Taureau en héliocentrique. Et donc la Lune rentre en Sagittaire jeudi dans la foulée à 11h25 le jeudi 20 novembre. Et puis encore, c'est pas fini ce jour-là. Mercure est conjoint à Uranus en héliocentrique, hein, quand le bleu dans la fiche là, c'est l'héliocentrique. Mercure est conjointe à Uranus, donc dans le 30e degré du signe du Taureau en héliocentrique, car Uranus est encore un Taureau en héliocentrique. Et puis Mercure qui cavale rentre dans le signe des Gémeaux très très vite en héliocentrique à 16h52 le jeudi 20. Voilà pour tous les événements qui entourent cette nouvelle lune. Nous arrivons au vendredi 21 à 7h53. La lune est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion. Bon, mais c'est pas visible puisque on est encore trop près de la nouvelle lune. Le premier croissant, ce sera que le 22. Donc Antares se couche, voyons, dans la foulée du soleil, 5 minutes après le soleil, ou en même temps, donc rien à voir. Alors Uranus, maintenant, alors c'était la conjonction inférieure de Mercure, le 20, eh bien le 21, c'est l'opposition d'Uranus qui revient à un alignement Soleil, Terre, Uranus, comme plein Uranus, le Soleil est d'un côté, Uranus de l'autre, vu de la Terre, ou en héliocentrique, c'est Soleil, Terre, Uranus. La Terre est devant Uranus du point de vue du Soleil. Donc pour nous sur Terre, c'est le meilleur moment de l'année pour observer Uranus, puisqu'elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. Elle est juste en dessous des Pléiades et je peux même tout de suite vous montrer une image pour la vie, pour repérer où elle est. C'est peut-être, je triche un peu sur ma série, enfin je triche, voilà. Je l'ai là déjà dans ma série d'images, donc on la montre maintenant. C'est une photo qui a été retouchée, bien sûr, pour encadrer les points intéressants. Donc les constellations, limite des constellations. Donc ici, on voit les Pléiades de la constellation du Taureau et Uranus qui est pointé ici, juste en dessous. Ça, c'est un peu au lever, hein. Voilà. Donc ça monte, euh, ça monte comme ça dans le ciel. Uranus en dessous des Pléiades. Donc au début, quand elle se lève, Uranus est à droite des Pléiades, et en montant, Uranus est de plus en plus en dessous des Pléiades. Puis quand vont se coucher, Uranus est à gauche des Pléiades. Donc après, il y a Stellarium, et puis dans l'article, il y a une carte de champ un peu plus détaillée pour aider à la trouver cette semaine. Je reviens sur la fiche. Donc voilà pour Uranus. Donc en fait, on a vu du Soleil, on a un alignement Soleil, Mercure, Terre, Uranus. C'est pas rien. On parlera dans les commentaires astrologiques. Et Uranus, du coup, est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre. Chaque fois que une planète extérieure est à l'opposition du Soleil, elle est en même temps tout près de son périgée, c'est-à-dire son point le plus près de la Terre. C'est annuel. Enfin, c'est lié au cycle de la conjonction opposition de cette planète. Et en plus, non seulement on a ça, mais on a aussi la Lune conjointe à Mars, vendredi 21 à 12h12. Alors c'est pas mieux pour l'observation, Mars est invisible maintenant. Elle se couche, pareil, un quart d'heure après le Soleil, enfin peut-être un tout petit peu plus, ouais, 17h53.
une demi-heure après le soleil, on voit plus du tout Mars dans le ciel du soir, c'est fini, on l'a oublié. Elle va être conjointe au soleil le 11 janvier ou le 10. Mars est dans le 15e degré du signe du Sagittaire devant la constellation d'Ophiuchus et la Lune qui est en dessous et devant la constellation du Scorpion, parce que ça se chevauche. Donc en héliocentrique, la Terre est conjointe à Uranus à 13h17. En géocentrique, le Soleil est opposé à Uranus à 13h25. C'est dans le 30e degré du signe du Scorpion pour le Soleil, du Taureau pour Uranus. Et donc, on va avoir le Soleil qui rentre dans le signe du Sagittaire, mais juste avant, la Lune atteint sa latitude minimale vendredi 21 17h57, c'est-à-dire son point le plus bas en dessous de l'écliptique qu'on appelle le ventre du dragon. C'est au carré de l'axe des nœuds, hein, le ventre du dragon, la latitude minimale de la Lune, et les ailes du dragon, sa latitude maximale à l'opposé. Cet axe-là est perpendiculaire à l'axe des nœuds lunaires et l'ensemble progresse de manière rétrograde. Et actuellement, donc, il est dans 16e Sagittaire pour la latitude minimale. Donc, ça nous fait 16e Poisson pour le nœud ascendant, Vierge pour le nœud descendant. Et ça dure à peu près un peu plus d'un an que dans un signe. Donc, le Soleil entre dans le signe du Sagittaire, samedi 22 novembre à 2h35. Dans le plan équatorial, il est à 16 heures d'ascension droite, qui équivalent à 240 degrés de longitude dans des plans différents, hein. Donc là, dans le plan de l'équateur céleste, c'est 16 heures d'ascension droite. Ça arrive 2 jours et demi plus tard, le 24 novembre à 4h11. Donc c'est réglé comme du papier à musique. Donc c'est dans le 3e degré du signe du Sagittaire. Donc le Soleil reste dans le signe du Sagittaire jusqu'au 21 décembre, 16h03, ce sera le solstice de décembre, le jour le plus court de l'année pour l'hémisphère nord. Le Soleil entrera dans le signe du Capricorne. Zéro Capricorne, c'est toujours le solstice de décembre. Et c'est le jour du premier croissant de lune, le samedi 22 novembre. Donc un quart d'heure, 20 minutes après le coucher du soleil, qui se couche très tôt, à 17h10, 17h15, eh bien, vous pouvez voir, enfin, ça dépend où vous habitez. Plus à l'est, c'est encore plus tôt, plus à l'ouest, c'est un peu plus tard. Vous avez donc le premier croissant de lune, qui est déjà un peu gros, hein, puisqu'il a 2 jours, et qui est donc observable, visible, du côté du sud-ouest, à 5 degrés de hauteur à peu près, donc il est assez brillant, puisqu'il est assez gros. Voilà, le soleil se couche à 17h17 et la lune à 18h22 ce jour-là, ce qui laisse le temps de l'admirer. Il est dans le 27e degré du signe du Sagittaire. Non, ah bah si, oui, c'est la lune. Ça, c'était le soleil. Donc la lune atteint sa déclinaison minimale ce jour-là, et donc elle est bien basse, très basse. Et donc, malgré tout, le premier croissant est bas sur l'horizon, hein. Et donc sa déclinaison minimale en dessous des limites zodiacales, celles que le Soleil atteint au solstice, et les déclinaisons minimales et maximales que le Soleil atteint au solstice, donc 28 degrés en dessous du plan de l'équateur céleste, et donc c'est le jour où elle culmine le plus bas dans l'hémisphère nord, et donc elle culmine, elle se lève dans la matinée, et elle culmine dans l'après-midi donc est bien bas dans le ciel. Et elle se couche de plus en plus tard, en première moitié de nuit, quand elle est en phase, la première phase de la lunaison. Et ensuite, la lune, samedi 22 à 23h52, entre dans le signe du Capricorne. Dimanche 23 à 11h28, Mercure est au plus près du Soleil. Ça lui arrive tous les 3 mois, hein. Donc 0,307 unités astronomiques, soit distance moyenne Terre-Soleil. 0,307 de la distance Terre-Soleil, si vous voulez, soit environ 46 millions de kilomètres en héliocentrique. C'est toujours dans le 18e degré du signe des Gémeaux. En géocentrique, là, cette fois-ci, c'est dans le 25e degré du signe du Scorpion. Je rappelle qu'en géocentrique, Mercure est rétrograde en ce moment, jusqu'au 30 novembre.
Le Soleil arrive devant la constellation du Scorpion, dimanche 23 à 12h08. Il est alors dans le deuxième degré du signe du Sagittaire. Il y reste jusqu'au 30 novembre. Vous savez que la portion de constellation du Scorpion traversée par l'écliptique, vu les découpes des constellations, fait que le Soleil y passe 5-6 jours. Et après, eh bien, il arrive devant celle d'Ophiuchus le 30 novembre à 0 heure. Ah, mon souvenir, ils sont trompés dans ma faute de frappe. 30 novembre, 0h22. Il arrive devant la constellation d'Ophiuchus à corriger. Euh, mais ensuite, nous avons Saturne le dimanche 23, 15h47, qui atteint sa déclinaison minimale, car Saturne va reprendre son mouvement direct. Donc, il y a aussi une petite inversion de son mouvement en déclinaison. Et globalement, elle monte. Là, elle descendait, puisqu'elle c'était lié à sa rétrogradation, hein. Et donc, elle atteint son minimum à moins 4 degrés sud de déclinaison, donc en dessous du plan de l'équateur céleste. Et elle monte, elle monte, elle monte. Elle va passer en déclinaison nord le 26 mars. Et sa prochaine déclinaison maximale, ce sera le 20 juillet 2026. Vous voyez, j'ai mis plein de petits détails quand même, là. Je rappelle que Saturne est devant la constellation du Verseau, actuellement dans le 26e degré du signe des Poissons, où elle va reprendre son mouvement direct. Nous sautons à mardi 25 novembre, 11h15, la Lune entre dans le signe du Verseau. Et puis, nous avons une petite conjonction. Tiens, ben là, il y a aussi une inversion à corriger. C'est pas dans le bon ordre. D'abord, nous avons Mercure conjointe à Vénus. Alors, je note tout de même, hein, ce qu'il faut que je corrige, parce que là, j'en parle en le voyant avec vous. Donc, Soleil au Fucus 0h22, ok. Et puis, j'inverse Lune Verseau et Mercure conjoint Vénus dans l'ordre chronologique. Donc, les planètes Mercure et Vénus, les deux plus rapides, sont conjointes. Mercure, donc, qui passe en conjonction inférieure ou nouvelle Mercure le 20 novembre, revient maintenant dans le ciel du soir. Elle était avant dans le ciel du matin. Et elle va vite devenir observable dans le ciel. Non, c'est le contraire. Elle était dans le ciel. Pardon. Elle était dans le ciel du soir. Elle est restée invisible pratiquement, très difficile. Et là, elle passe donc après sa conjonction inférieure dans le ciel du matin. Et elle rattrape en marche arrière Vénus, puisque Mercure est rétrograde, hein. Elles seront à nouveau conjointes au mois de janvier. Donc Mercure conjoint Vénus dans le 23e degré du signe du Scorpion, devant la constellation de la Balance. C'est l'occasion de voir, commencer à voir Mercure peut-être difficile avec des jumelles. Vénus est de plus en plus, se lève de plus en plus tard et donc visible de moins en moins longtemps avant le lever du soleil, mais néanmoins, elle, on la repère dès qu'elle se lève. Donc Mercure est légèrement au-dessus à droite. On verra ça en regardant avec Stellarium dans un instant. Donc Mercure est conjointe à Vénus, puis la Lune entre dans le signe du Verseau à 11h15, puis Mercure en héliocentrique entre dans le signe du Cancer, va très vite dans le signe des Gémeaux en héliocentrique, puisque elle est à son périhélie au milieu des Gémeaux, et que là, ça cavale. Elle va très vite. Au périhélie, ça va vite, à l'aphélie, ça va lentement. C'est pareil si c'est périgée pour la Lune et apogée, voilà, pour Terre-Lune, que c'est périgée près de la Terre, apogée loin de la Terre, périhélie près du Soleil, aphélie loin du Soleil. Et le Soleil arrive, donc ça c'est vu, ben on a tout vu, là, voilà. Là, la Lune rentre dans les limites zodiacales sud, donc elle remonte, et elle remonte en déclinaison, donc sa culmination dans les cieux de l'hémisphère nord se fait de plus en plus haut, et de plus en plus tard dans l'après-midi, donc on va voir en fin de période la Lune dans le ciel de l'après-midi, si c'est dégagé. Elle est conjointe à Pluton mardi 25 à 14h44. Pluton est dans le deuxième degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne, bien entendu totalement invisible. Mais bon, en voyant la Lune, bah, vous te dites, tiens, elle est juste à côté de Pluton. Là, vous avez l'image dans l'article. Vous pourrez
vous donner une idée où se trouve Pluton par rapport aux constellations entre celle du Sagittaire et celle du Capricorne. Et puis la Lune entre dans le signe des Poissons jeudi 27 à 20h23 et nous arrivons à vendredi 28 novembre à 3h08. Mercure est conjointe à Jupiter en héliocentrique dans le 17e degré du signe du Cancer. Et revenons sur Terre, c'est le jour où Saturne reprend son mouvement direct. Donc à 4h51 dans le plan écliptique, elle est stationnaire et elle repart en sens direct jusqu'au 26 juillet 26. Elle atteindra alors le 15e degré du signe du Bélier. Et donc là, elle est dans le 26e Poisson. Donc elle va re-rentrer en Bélier au mois de février. Je vais confirmer. Le 20 février, ce sera la conjonction Saturne-Neptune, et ça se passe dans à 1 degré, dans le premier degré même, à 0 degré 56 minutes du signe du Bélier, donc dans le premier degré du signe du Bélier, en géocentrique. Et ça arrive très vite en héliocentrique, puisque c'est le 11 décembre, dans le deuxième degré déjà du signe du Bélier en héliocentrique. Je suis en train de pondre un article là-dessus, j'ai fait une découverte d'une cohérence mathématique absolument ébouriffante. Et je vais vous partager ça. L'article est sous presse, comme on dirait. Enfin, il est en train de couver dans mon ordinateur. Donc, Saturne reprend son mouvement direct vendredi 28 à 4h51 et à 7h58. C'est le premier quartier. Donc, on va embrayer, hein. Dans le 7e degré du signe des Poissons se trouve la Lune et le Soleil. Donc, maintenant, dans le signe du Sagittaire. La Lune étant devant la constellation du Verseau et le Soleil celle du Scorpion. Et la Lune passe à son nœud ascendant ce même jour, vendredi 28, à 22h33. Ça veut dire donc qu'elle passe au-dessus du plan de l'écliptique en latitude écliptique nord. Ça en fait des choses cette semaine, hein. C'était chargé en événements. Donc, conjonction inférieure de Mercure et opposition d'Uranus avec la nouvelle Lune. La conjonction de Mercure avec Vénus et la reprise du mouvement direct de Saturne, tout ça avec une Lune qui va atteindre ses minimums en latitude et en déclinaison, puis remonter et qui se rapproche puisque de la Terre, puisqu'elle est à l'apogée à la nouvelle Lune. Ça met de la pression. Donc les jours de plus en plus courts, hein, le Soleil et un arc diurne de plus en plus petit dans les cieux de l'hémisphère nord, de plus en plus grand dans les cieux de l'hémisphère sud, bien sûr. Et nous sommes bientôt au jour où il se couche le plus tôt dans l'année, puisque à partir du 13 décembre, les jours vont commencer à rallonger sur le soir, quoi qu'ils vont continuer à bien diminuer sur le matin, jusqu'à début janvier, et ce qui fait de toute façon que c'est le 21-22 décembre pour le solstice, que c'est le jour le plus court. Mais ça se décale vers le soir en ce moment. Et non, pour l'instant, oui, c'est ça. Les jours raccourcissent de plus en plus sur le soir, mais ça se décale vers le soir. Donc, ça va plus durer longtemps pour les soirées sombres. Enfin, ça dure un moment quand même. Bon, bref, alors les planètes. Les planètes, Mars, on la voit plus dans le ciel du soir. Par contre, Saturne est déjà là dès le début de la nuit, flanqué de Neptune qu'il faut chercher, bien sûr, avec un instrument. Donc, en début de période, pas de lune, c'est le bon moment. Uranus se lève avant le coucher du soleil, puis enfin, dès que son opposition au soleil est passée, donc elle culmine vers 0h30 et se couche avant le coucher du soleil maintenant, aux alentours de 7h50, elle est en dessous des Pléiades. Je vous ai montré un petit peu où c'est qu'elle se trouvait. Et Jupiter qui se lève vers 20h50 et qui illumine la constellation des Gémeaux, juste en dessous, un peu à droite de Castor et Pollux qui culmine vers 4h25. Et donc, dans le ciel du matin, Mercure en toute fin de période, au moment du premier quartier, qui peut redevenir visible aux côtés de Vénus, qui, elle, est bien visible vu son éclat, mais de moins en moins longtemps. Que dire encore? La Lune est conjointe à Junon, l'astéroïde Junon, le 21 novembre, et à Vesta, le 23 novembre. Le Soleil est à l'opposition de l'astéroïde Leto, le 22 novembre, et de Phocaea, le 22 novembre également. Et puis des étoiles filantes, le maximum des alpha monocérotides, le 21 novembre.
C'est très variable, le maximum, ça peut varier de 5 à 400 par heure en taux horaire zénital. Et puis les Orionides de novembre, maximum le 28 novembre, et puis aussi des Taurides nord et des Léonides qui viennent de passer leur maximum le 17 novembre. Donc c'est un essaim abondant et des plus connus et intéressants de l'année. Il y en a encore cette semaine jusqu'au 30 novembre. Et les phénomènes des satellites de Jupiter qui sont tous répertoriés ici, et aussi les phénomènes mutuels des satellites de Saturne qui sont donnés à voir aux observateurs qui sont bien équipés, bien sûr, photographes surtout, bien sûr, et qui durent pas longtemps, mais les voilà, ça, deux lunes de Saturne qui s'occultent mutuellement, en l'occurrence Dione qui occulte Rhea le 26 novembre de 20h24 à 20h31. Affûtez vos télescopes. Donc, encore, mais encore, les Pléiades qui passent au méridien à la minuit, la nuit du 20-21 novembre, autour du 21 novembre. Donc, les Pléiades dans le ciel au méridien culminent au milieu de la nuit en cette période. Chaque année, c'est pareil, ça se décale d'un jour lentement sur plusieurs années. Tout ça, bien sûr, étant dû à la précession des équinoxes. Donc, Mercure qui ressort du coronographe, du champ du coronographe Lascaux C3 le 24, et donc qui, à partir du 28, commence peut-être à être visible dans le ciel du matin, elle reprend de l'éclat également. Puis il y a plein d'amas globulaires dans le champ du coronographe Lascaux C3 que vous regardez sur votre ordinateur, lui. Il y a M20, M80 et M4, bon, les amas globulaires de la constellation du Scorpion et l'étoile Antares qui s'y trouve. Bon, les chanceux en ciel peuvent voir la lumière zodiacale en fin de nuit, juste avant l'aube, hein. Donc à l'est-sud-est, devant la Vierge et le Lion. Et pour nos amis de la Réunion, pense à vous, le 25 novembre, c'est le jour où le soleil culmine au zénith, c'est-à-dire juste au-dessus de votre tête. Et ensuite, comme la Réunion, c'est dans l'hémisphère sud, n'est-ce pas? Globalement, il culmine du côté du nord tout au long de l'année et du 25 novembre du 10 janvier, quelque chose comme ça, ben, ou 20 janvier, il culmine du côté du sud et il repasse donc au zénith un jour de janvier, je ne sais plus précisément lequel, mais le 20 à peu près. Voili voilou, alors maintenant allons sur Stellarium pour voir tout ça un peu plus concrètement. Donc nous voilà le jeudi 20 novembre en fin d'après-midi. On va accompagner le soleil sur son coucher, donc de plus en plus près du sud-ouest, hein, chaque jour un petit peu plus vers le sud-ouest. Le jour du solstice de décembre, il va se coucher au sud-ouest pour la latitude 45 nord. Ce sera encore plus près du sud pour ceux qui sont plus au nord, et ce sera un petit peu plus près de l'ouest pour ceux qui sont moins au nord, donc plus au sud. Alors, nous passons, il est 16 heures et des poussières, 17 heures, 18 heures. Voilà, 18 heures commence déjà à faire nuit. Je vous ai donc dit que Mars, on la voyait plus. Mercure passe dans le ciel du matin, donc on la voit plus non plus. Qu'est-ce qu'on voit en début de nuit? Je vais rajouter des étoiles, parce qu'il est un peu radin sur le nom des étoiles, hein. J'aime bien voir faux maillot, parce qu'on la voit très très bien dans le ciel. Donc, que vous sachiez la repérer. Voilà. Donc en début de nuit, bah, du côté du sud, nous avons donc le Capricorne qui passe à sa culmination, suivi du Verseau, et en dessous du Verseau, l'étoile faux maillot, et surtout à gauche, Saturne, première attraction dans le ciel du soir en ce moment. Saturne, Saturne qui est donc toute près de Neptune, qui est devant la constellation des Poissons. Là, je trace. Ah ben non, elle est revenue devant le Verseau, c'est vrai, tandis que Neptune, elle est devant les Poissons. Vous voyez, c'est la frontière entre les deux constellations. Et donc Neptune qui se trouve par là. Ouais, voilà, donc début de période, pas de lune, c'est parfait, parfait pour observer Neptune. Au-dessus, donc à gauche de Saturne, et au-dessus du petit triangle qu'on distingue facilement aux jumelles, du moins dans un ciel sombre, voilà, devant lequel évolue.
au-dessus duquel évolue lentement Neptune, qui est donc actuellement rétrograde et qui va reprendre également bientôt son mouvement direct le 1er décembre ou un peu plus tard. Je n'ai plus tout en tête, hein, il y en a tellement. C'est peut-être le 10. Le 10. Le 10 décembre, Neptune reprend son mouvement direct à son tour. Saturne, c'est donc le 28. Donc c'est le moment de profiter de ces deux planètes qui sont Saturne pour sa beauté et l'intérêt en ce moment des phénomènes mutuels. Facile à observer. Yes, Christophe me rejoint. Ça fait plaisir. Salut Christophe. T'arrives un peu sur la fin et je te vois pas, mais bon, je sais que tu es là. C'est super. Donc on fait un petit tour du ciel de début de nuit, là pour l'instant, Saturne et Neptune, à la frontière entre les constellations du Verseau et des Poissons, sous le grand carré de Pégase. Salut, salut, Bonjour. ça gazouille. Bon, je finis la Oh, présentation ah, du... t'as fini. Presque, presque, là, oui. Mais c'est pas grave, je finis avec toi, je suis très contente. Et donc voilà, ici le grand carré de Pégase, j'attends la prochaine version de Stellarium qu'ils aient corrigé ce bug. Là, c'est pas le Pan, hein. Le Pan, c'est une constellation de l'hémisphère sud et ça, c'est Pégase, et c'est l'hémisphère nord. Pégase et Andromède, donc voilà, début de nuit. Il fait pas encore tout à fait nuit. Je suis bien à l'heure. Ouais, 18 heures. Ah bah non, j'arrête pas le partage, j'ai mis le partage en pause. Oh non, j'arrête pas le partage, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, un petit problème. Bon, j'arrête le partage et je recommence le partage. Car j'ai dû faire une petite erreur. Si je fais que ça, tout va bien. C'est pas un problème. Voilà. Donc le ciel, là, nous sommes du côté de l'est. Capella se lève en début de nuit. Et au nord, au début de nuit, on a le dragon, la petite ours à gauche, la grande ours qui s'apprête à raser l'horizon. Je sais jamais où mettre cette bande là. Voilà. Non, ce sera mieux là. Voilà. Et donc Cassiopée à droite qui remonte. Comme les étoiles se lèvent, culminent et se couchent chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille, eh bien, 4 minutes plus tôt que la veille. ah ben ça c'est Oui, l'horloge, oui. Oui, 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 l'horloge oui. qui ne se dérègle pas. C'est l'horloge qui se dérègle pas. Donc chaque jour un peu la grande ours un peu plus bas, et bientôt on va le voir remonter dès le début de la nuit. Du côté de l'ouest, donc on a le grand triangle de l'été. Je prends 1 heure de plus, hein, voilà. Sur 19 heures, il fait nuit noire. Nous avons donc bah, sur le couchant, s'en va le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au cours de la nuit. Allez, pour une fois, on regarde du côté du sud. Donc du côté du sud, on va aller jusqu'au minuit vrai, puis on se tournera du côté du nord pour voir comment ça a changé. Ce qui est intéressant cette semaine, évidemment, c'est la Lune. Bah oui. Donc attendez, on va commencer par ça. Donc on va aller au 22 Mais premier croissant de Lune. Le 20, le 21, le 22, premier croissant de Lune. Je vais quand même, voilà, je ne la vois pas. Le 22, 18h11, elle est pourtant pas encore couchée, mais je vous ai dit qu'elle est bien basse. Donc on va enlever le sol, on va la trouver là où elle est déjà en train de se coucher, c'est dramatique. Et c'est le oui, parce que c'est le jour du premier croissant. Alors je remonte à 17h45, je remets le sol, et là je la vois pas. Vous voyez comme elle est basse, hein. C'est un premier croissant, il est assez gros, mais difficile à se voir. Donc on va passer au 23, elle sera plus grosse et elle avance. Voilà, on va la trouver devant le Sagittaire, mais elle culmine encore plus bas. Donc un petit peu plus tard, quand même à 18h, il fait plus nuit, on la voit mieux. Donc le 23, elle est devant le Sagittaire. Voilà le croissant. Le 24, c'est là où elle va être conjointe, pas loin, 25. Elle est encore devant le Sagittaire. Je cherche Pluton parce que je sais qu'elle va passer en conjonction à Pluton. Voilà, le lendemain. Donc le lendemain, le 25, elle est juste à gauche de Pluton. C'est pour ça que je le disais, en voyant la Lune, vous pouvez penser à Pluton, là, voilà, vers 10h30.
à la limite des constellations du Sagittaire et du Capricorne. Enfin, c'est bien devant le Capricorne maintenant. Voilà, bon, on va se remettre sur la Lune. Le 26, elle est devant le Capricorne. Le 27, elle est juste au-dessus de Faux-Maillot, pratiquement, donc le croissant bien grossi. Et on va arriver au 28 à 18 heures. Le premier quartier sera passé puisque c'est le matin à 7h58 et dans le ciel du soir le 28, on verra la Lune à droite de Saturne. Donc, elles vont être conjointes le lendemain, le 29. Voilà, alors ben, maintenant nous sommes au 28. On va aller du côté du nord pour voir le ciel tourner, commencer au milieu de la nuit. Donc, tournons du côté du nord, là, 21h, 22h, 23h, minuit, et donc 0h39, c'est l'heure du minuit vrai, le 28, le 29, bon, on va venir au 28. Le 28, 0h39, le minuit vrai, donc voilà le ciel à ce moment-là. Donc au zénith, on va avoir Capella pratiquement, hein. Capella, la très très brillante Capella, est pratiquement au zénith, enfin elle va y passer dans peu de temps. Et puis la petite ours est suspendue comme la casserole à son clou, et puis en dessous il y a le dragon, tandis que la grande ours remonte à droite. On voit Deneb qui se couche, Vega et Altaïr, c'est déjà fait, du côté nord-ouest. À l'ouest, donc là, c'est Pégase et les poissons qui se couchent avec Saturne. Et au sud, j'enlève la grille zénitale quand même, ça fait un peu lourd, charger l'image. Au sud, donc très haut, on a la culmination du Taureau, donc d'Uranus qui se trouve là sous les Pléiades. Et puis en dessous du Taureau, il y a le grand fleuve l'Éridan, donc on peut s'amuser à tracer les étoiles de l'Éridan, c'est un peu comme celle du dragon, mais c'est encore en plus fin. Le dragon, c'est du côté du nord, l'Éridan, c'est du côté du sud, pour nous. Et puis surtout, bien sûr, on a la majestueuse Orion qui s'avance. En plus, il y a des étoiles filantes dans Orion, les Taurides, les Orionides, etc. Il y a déjà Jupiter très haut au sud-est, et donc les étoiles qui forment le grand G de l'hiver, à savoir, allez, tiens, on va commencer, Bételgeuse d'Orion, Aldébaran du Taureau, très haut, Capella là-haut du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, alors en plus il y a Jupiter qui en rajoute une couche, ça fait un joyau plus brillant encore que les étoiles, Procyon du petit chien, Sirius du grand chien, Rigel d'Orion, et les trois mages, Alnila, Malnitake, Mintaka. Et voilà, et du côté de l'Est s'élève le lion. En milieu de nuit, le lion commence à se lever. Voilà, et donc on va regarder la fin de la nuit. La lune nous dérangera pas en fin de nuit, puisque elle se couche en première moitié de nuit. Donc là, il est 2h39, 3h39. Arcturus du Bouvier se lève. 4h39, 5h39. 6h39 et on va guetter Vénus et Mercure. Alors, à la minute. Voilà Mercure, vous voyez, le 28, c'est jouable, parce que Mercure reprend de l'éclat. Elle est à magnitude moins 0, entre 0 et 1, donc évidemment, il faut que le ciel soit sombre. Et puis, quelques minutes plus tard, mais comme elle est très brillante, elle, on la loupe pas, Vénus. Enfin, il faut quand même que ce soit dégagé maintenant. Et donc, on peut voir Vénus. Donc, vous voyez, c'est à l'est-sud-est. Et une fois qu'on voit Vénus, on peut, si on la voit pas à l'œil nu, on peut prendre des jumelles et on devrait pouvoir voir Mercure, bien sûr, si c'est dégagé. Alors, ben, oh là là, ça fait un moment que j'y suis. Je vais quand même continuer vite fait vous montrer quelques images. Je change donc de registre, je vais sur les images ici. Donc, nous avons vu où se trouvait Uranus. Ça, c'était le 17 novembre. Bon, elle bouge très peu hein, par rapport aux Pléiades, dans un ciel de début de nuit. Enfin, dans le ciel où elle se lève, se lève. Bah oui, elle se lève maintenant au début de la nuit, donc il n'y a pas de problème. Alors j'ai peu arrangé mes images par contre.
la comète 3I Atlas qui est visible, enfin la comète ou objet interstellaire, pour pas embêter personne, on va l'appeler objet interstellaire. Bon, maintenant, vous allez voir les articles référencés dans mon article. euh, Son comportement de trajectoire suit celui calculé, attendu comme étant une comète extrasolaire, donc avec une orbite hyperbolique, ce qui veut dire qu'on la reverra jamais. Ça veut dire que, en plus, on suppose qu'elle provient d'un système qui est plus vieux que le système solaire. Elle aurait 7 milliards d'années. Donc, ça peut expliquer aussi son comportement euh, physico-chimique, hein, ses propriétés physico-chimiques, etc., qui déroutent un petit peu. Bon, par contre, au niveau trajectoire, ça semble rentrer, c'est normal. Donc, elle est très intéressante à suivre puisque maintenant elle est observable et donc son éclat va décroître, mais pour l'instant, il est assez brillant et pas mal de photographes donc la traquent. Donc là, c'est pas vieux, hein, 18 novembre. Et qu'est-ce que je veux dire encore à son sujet? Que oui, il y a des résultats maintenant de son observation par les sondes martiennes qui ont permis surtout d'affiner particulièrement bien sa trajectoire et puisque ça a permis de faire une triangulation Terre, comète et Mars. Donc ça permet, c'est ce qui permet d'affiner les précisions de trajectoire, la triangulation. Donc vous irez voir dans l'article pour la suite. Et voilà, si vous voulez l'observer, Troy Atlas, entre le 14 novembre et le 16 décembre, elle est donc devant la Vierge, donc c'est en fin de nuit, hein, puisqu'on a vu le lion se lève en milieu de nuit, donc la Vierge se lève dans la foulée, et donc en fin de nuit, eh ben, de plus en plus haute et facile, on va la voir, mais peut-être de moins en moins brillante. Bah justement, notre Lune, là, qui sera à sa libration minimale en longitude le 27 novembre. Et c'est le moment de repérer. Je vous donne un petit peu de topographie lunaire. On va pas appeler ça géographie, sélénographie, si vous voulez. Donc, au milieu de la mer des pluies, enfin, sur le bord de la mer des pluies, les deux cratères Autolycus et Aristidus. Donc, c'est le combienième jour de la Lune, là, c'est juste avant le premier quartier, donc sixième, septième jour. Vous voyez, au premier quartier, voilà. Formation exceptionnelle à observer au premier quartier ou 6 jours après la pleine lune. Alors, au premier quartier, c'est quand le soleil se lève, et 6 jours après la pleine lune, c'est quand le soleil se couche. 2 fois dans la lunaison, il est des moments euh, particulièrement intéressants pour observer les formations au terminateur. Voici le Soleil qui a été hyper actif ces derniers temps. Il y a eu une série de 4 ou 5 éruptions de classe X, donc les plus fortes. Il n'y en avait pas eu depuis le mois d'octobre 2024. Et puis là, bon, à nouveau, il retombe dans quelque chose de plus calme, mais ces derniers jours, il était vraiment animé très, très, très animé, de fortes éruptions. Et donc, de classe X, c'est pas rien. Il y a eu aussi des éjections de masse coronale des, et du coup, il y a eu des aurores visibles en France. Mais enfin, le 7 novembre, il fallait que le ciel s'y prête. Mais sous nos latitudes, voilà, il y a eu des aurores boréales qui sont descendues jusqu'à nos latitudes. Alors, j'avais encore peut-être une ou deux images à vous montrer, puis on va se quitter. Donc, Troy Atlas, une photo. Uranus, ça s'est vu. La Lune, ça c'était celle du 3 novembre, donc elle était avant la pleine Lune, hein, une Lune de 12 jours, là, croissante encore. Encore Troy Atlas, une photo du 19 novembre. Donc 2 photos, je vous ai mis, hein, pour bien vous montrer que les astrophotographes maintenant peuvent l'attraper facilement. Enfin relativement, et une magnifique photo grand champ de la nébuleuse d'Orion et les trois mages. Du coup, grand champ, ça permet de mettre tout ça dans le champ, donc Alnilam, Alnitak et Mintaka, et la grande nébuleuse d'Orion, qu'on devine déjà à l'œil nu, comme une tache floue, et qu'on peut facilement trouver aux jumelles, et après c'est le régal au télescope. C'est même un des rares objets dont les couleurs sortent même en visuel, quoi. Et sinon, c'est en photo, ça sort les couleurs. Mais sinon, en visuel, on reste beaucoup dans les nuances de gris.
Mais là, il y a les couleurs qui sortent si vous regardez au télescope. Donc, je vous souhaite de très belles observations. Puis, on finira avec une petite vue de Saturne. Voilà, donc vous voyez comme les anneaux sont fins en ce moment et que maintenant, on voit le côté sud des anneaux. Jusqu'au mois de mars, on était vous voyez le côté nord, puis c'est l'équinoxe saturnien. Et donc maintenant, eh bien, on voit le côté sud, donc c'est l'automne sud, si vous voulez, sur Saturne, mais ça dure 7 ans, une saison de Saturne. Si on fait les 4 saisons de Saturne, ce qui est faisable, puisque l'inclinaison de Saturne sur son plan de révolution autour du Soleil, son écliptique, si vous voulez, qui est pas bien différente de celle de la Terre, eh bien, ça, ça fait 4 saisons de 7 ans, 7 ans un peu plus. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai pris un bon temps pour ce petit bulletin astronomique. Donc j'espère que vous avez tout bien suivi, que ça vous a intéressé et que vous êtes prêts à observer tout ce que vous pouvez observer. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain enregistrement à 16 heures pour le bulletin astronomique. Merci Christophe, merci à tous et à bientôt. Portez-vous bien.